Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Éléonore, qui est pâtissière traiteur et qui va nous parler, avec qui on va parler, du coup, on va échanger sur la question de la créativité et le fait d'avoir plusieurs disciplines comme activité en fait, d'avoir une certaine multipotentialité, on pourrait dire, et de réussir à jongler entre ces différentes pratiques et à s'organiser et à créer des choses avec ces différentes pratiques. Donc, bonjour Éléonore. Bonjour Mélanie. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, du coup, tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais actuellement? Alors, je suis Éléonore Christian et je suis traiteur pâtissier, comme tu l'as dit. Donc, je travaille principalement sur commande et avec différents partenaires, souvent du sur-mesure. Et j'en suis arrivée là. J'ai toujours un peu navigué entre les deux domaines depuis petite, dans mes envies de futurs métiers, entre la pâtisserie et le dessin. J'ai fini par faire les deux. Et l'un après l'autre, puis en même temps. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, donc est-ce que tu pourrais du coup nous dire comment tu parviens à allier à la fois ton activité en tant que pâtissière traiteur et le dessin du coup? Qu'est-ce que tu crées autour de ces deux activités? Hum, C'est vrai que là, actuellement, vu que mon activité principale, c'est la pâtisserie, c'est pas toujours évident de garder du temps pour mes projets, on va dire, plus artistiques, plastiques. Mais petit à petit, je m'organise, j'agence des moments. Je suis libre d'organiser mon temps comme je le souhaite. Je suis libre de prendre les commandes que je souhaite. Évidemment, il faut en vivre, il faut pas l'oublier. Mais en parallèle, je laisse toujours un petit moment pour avancer dans d'autres projets. Pas forcément seulement le dessin, mais des projets aussi collaboratifs avec d'autres artistes ou d'autres artisans. Et voilà, j'avance au fur et à mesure. Dans certains moments aussi, par exemple, le métier de pâtissier, ça peut être, en tout cas pour moi, en tant que traiteur, assez saisonnier. Et donc, ça me laisse aussi parfois l'opportunité d'avoir plus de temps pour me consacrer à telle ou telle discipline. Ça s'organise comme ça. D'accord, donc c'est vraiment au final au fur et à mesure de l'avancement de tes projets, de tes commandes, Oui. des moments au final qui se présentent. Euh, Après, c'est vrai que c'est le cas de figure qui se retrouve pour beaucoup, enfin la plupart des gens créatifs et notamment les personnes qui cumulent plusieurs activités. Euh, du coup, quel est le lien que tu établis entre la cuisine et le dessin? Pour moi, ça va être... Alors, il y a différentes choses. Il y a la notion de partage. J'ai commencé par faire le métier de dessinatrice. Et donc, dans le but de partager mon monde, mon univers graphique, de créer une relation avec les gens, d'apporter aussi du plaisir aux gens. Et puis finalement, il y a certains aspects qui m'ont moins plu et j'ai eu envie de m'orienter plus vers la pâtisserie pour aller vers ce qui me semblait être quelque chose de plus simple. Le rapport à la nourriture, le fait de se nourrir, la cuisine qui est quand même quelque chose d'international, de vital. Et pour moi, d'une certaine manière, l'essence même du partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon activité principale. Et ça me paraissait une manière aussi plus sobre de le faire pour commencer. Mais pour moi, c'est pas si différent. Le dessin et la cuisine, je vais un peu travailler de la même manière pour créer mes recettes, tout comme je vais créer un dessin ou créer un univers pour chaque élément. Le protocole va être le même. Les idées, l'inspiration va venir un peu de la même manière en fonction de tout et n'importe quoi, de tout ce qui m'entoure. Et, et voilà. C'est, pour moi, c'est de la recherche et de la création, quel que soit le domaine.
Et alors du coup, quand tu dois créer une recette, comment tu t'y prends? Quelles sont les étapes du coup que tu suis pour quelle recette du coup tu suis pour créer une recette? Alors en général, soit c'est une recette et il va s'agir simplement d'interprétation. Je vais accumuler les recherches, les connaissances pour mettre au point l'interprétation qui me ressemblera le plus, celle que j'aimerais manger. Et il y a aussi, parfois, ça va être comme quand on est enfant et qu'on s'imagine manger quelque chose qui n'existe pas. On se dit, ça aurait telle texture, telle couleur, telle saveur, tel goût. Parfois, on ne sait pas exactement visuellement ce que ça donnerait ou même exactement ce que ça serait dans la bouche. Et j'essaye d'y réfléchir, de préciser cette image-là. Et après, j'essaye d'acquérir les compétences techniques pour le faire et j'expérimente. J'expérimente encore et encore. Souvent, je laisse un projet comme ça, qui est un peu plus délicat, de côté. J'apprends à d'autres niveaux en travaillant sur d'autres projets. Puis je reviens et je fais des allers-retours comme ça jusqu'à obtenir finalement ce petit objet qui faisait partie de mon imaginaire, qui n'avait pas forcément beaucoup de forme, mais qui en même temps reflétait une sensation très précise. Et quand je réussis à avoir cette sensation, quand je goûte mon expérience, eh ben, c'est que j'ai atteint mon but. C'est l'aboutissement du coup. Voilà. Et alors du coup, c'est un protocole qui se fait sur la durée. Ça se fait pas du jour au lendemain, j'imagine. Ça prend du temps à s'établir, de partir de l'idée, de ce que tu peux avoir, la petite bribe d'idées que tu peux avoir envie de mettre en lumière, du coup, de réaliser, jusqu'à euh, la- le résultat, la création, enfin réalisée, quoi, vraiment, vraiment faite. Alors, c'est très variable. Parfois, ça peut mettre quelques minutes. Et puis, le test est fait, ça fonctionne tout de suite. Et bah, tant mieux. Et finalement, en général, dans ces cas-là, je passe très vite à autre chose. Et puis, parfois, ça peut s'étaler sur des années. Pas forcément du travail continu sur des années, mais une première expérimentation plutôt. Et puis ensuite, c'est laissé de côté. Puis, un autre projet, une autre idée va me faire avancer. Puis, je vais reprendre l'expérimentation, la pousser un peu plus loin ou changer d'angle de vue, et ainsi de suite. Du coup, c'est un, comment dire, c'est du domaine de la créativité et il y a un processus créatif derrière. Du coup, il y a une recherche de, comme tu le disais, c'est beaucoup de recherche, d'expérimentation, tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qui toi t'inspire profondément te, et qu'est-ce que tu as vraiment envie de transmettre aux gens, au-delà du fait de transmettre du plaisir bon, ce qui est le but de la cuisine de manière générale, on a vraiment envie de transmettre quelque chose qui puisse rendre heureux la personne et de partager. Dans tes influences, le type de recette que tu vas réaliser, qu'est-ce qui démarque en fait? Qu'est-ce que tu recherches? Si je devais aborder un point précis, ce serait le souvenir. J'ai soit envie de réveiller un souvenir, comme un souvenir d'enfance, soit envie d'en créer un nouveau et laisser une marque dans l'idéal. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est vraiment du domaine de la suggestion au final, de suggérer Ouais. aux Ouais. gens Par la couleur, l'esthétique, le visuel et le goût. et la la texture. forme, ouais, c'est ça, la texture, ouais, tout à fait. C'est un tout en fait. Ouais. C'est vraiment ça qui est chouette aussi dans la cuisine, c'est que c'est quelque part multisensoriel. Ouais. Ça touche Tout quand à même. fait. Alors peut-être, ça touche pas tous les cinq. Il y a encore. Si. Parce que même Louis, au final, on entend les crépitements, Oui, les chose, couteaux, enfin voilà. Ouvrir un paquet de bonbons, Ah par ouais, exemple. c'est ça, ça va susciter Ouais. une émotion et on va savoir à quoi ça fait référence directement. Donc c'est effectivement le domaine de la cuisine est une pratique vraiment multisensorielle et qui peut vraiment nous transporter très loin, juste en suggérant en fait, ouais, exactement. Donc je comprends, c'est une belle approche. Du coup, avec le fait que tu aies cette pratique du dessin et cette pratique de la cuisine, il y a il y a une forme de multipotentialité, du coup, le fait d'avoir plusieurs disciplines et de vouloir les cumuler. Est-ce que tu avais... Déjà, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de choses?
Et si oui, comment dire, qu'est-ce que tu... comment tu arrives à jongler avec ces pratiques-là pour réussir à tendre vers ce quoi tu as envie de tendre pour ces deux pratiques-là, tu vois? Est-ce que y a une pratique qui est plus mise en avant? Enfin là, en théorie, oui, étant donné que ta pratique principale, c'est la cuisine pour le domaine professionnel. Comment, du coup, tu gères le fait de passer moins de temps sur le dessin? Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce que tu as l'impression de manquer de temps? Est-ce que tu as du mal à gérer le fait de pas pouvoir gérer les deux pratiques en même temps? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as des soucis à ce niveau-là? Et si tu en as, lesquels sont-ils? Et comment parviens-tu du coup, à passer un peu outre si tu y arrives? Enfin, voilà, parce que je sais pas si c'est très clair. Si. Alors, je sais pas si je vais pouvoir apporter une réponse réellement claire aussi, mais je suis pas frustrée quand je passe du temps en cuisine et que du coup, je peux pas forcément passer beaucoup à dessiner. Et inversement, parce qu'il y a des périodes où c'est l'inverse. Parce que déjà, je reste relativement libre. Je serais rarement contrainte de passer tant d'heures en cuisine et de ne pas du tout dessiner, par exemple. Toujours une possibilité pour rendre mon emploi du temps malléable. Et ensuite, vu que je ne fais pas vraiment de différence entre le processus que j'utilise en cuisine ou en dessin, pour moi, j'avance aussi en dessin quand je fais de la cuisine et j'avance aussi en cuisine quand je fais du dessin. Les deux vont m'inspirer pour alimenter l'autre domaine. Oui, c'est quelque chose qui se répond, qui s'équilibre et qui se nourrit au final. Voilà. En fait, les deux pratiques créent un tout. Il y a un fil conducteur C'est ça. qui s'en dégage. Je pense qu'en fait, à partir du moment où c'est la même personne qui produit quelque chose, il y a forcément quelque part une cohérence, et donc que je produise, puis c'est des choses qui se travaillent toutes les deux avec les mains, que je fasse du dessin ou de la cuisine, il y a une sorte de recherche de créer un peu mon univers, faire en sorte que petit à petit, on puisse me retrouver, me reconnaître, que ce soit par ma cuisine ou dans mon style graphique. Et donc là, finalement, les deux se rejoindront. Et il y a forcément ce lien-là quelque part, vu que ça vient de la même personne. Tout à fait, oui, exactement. Et c'est ce qui est intéressant dans le fait d'avoir plusieurs pratiques, du coup, qu'une personne ait plusieurs pratiques et qu'elle, comment dire, qu'elle soit au cœur de ces pratiques-là, en fait, c'est qu'il y a une pensée commune. Ces pratiques-là sont pensées de la même manière, quelque part. Ouais. Et tendent vers un même but. Même s'il n'est pas conscient au départ. Je prends mon cas, par exemple. Quand j'ai commencé la photo, en fait, pendant très longtemps, je suis restée... Alors, je faisais de la photo comme ça, je savais que je voulais en faire mon métier, mais j'avais pas de style particulier. Enfin, c'est normal, quand on débute, on n'a pas de style. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai eu une grosse période de blocage, en fait, quelque part, où j'avais envie de faire de la photo, mais j'étais bloquée par le fait de ne pas avoir de projet qui me transportait. J'avais essayé plusieurs choses, et en fait, c'était pas... je le tenais pas sur la durée, parce que c'était pas suffisamment moi, en fait. Il y avait quelque chose d'intérieur qui pêchait. Et quand j'ai du coup commencé à bifurquer un peu vers la cuisine et à me dire que j'avais envie de créer un blog culinaire, tout ça, du coup là j'ai vu l'opportunité d'affilier la photo à la cuisine. Et pour le coup les deux pratiques fonctionnent très bien. Bon, notamment avec le fait que sur Internet, avoir des photos, des recettes qui sont créées, ça donne forcément envie. Enfin, c'est le domaine très visuel, donc c'est aussi lié au domaine marketing, à la publicité, tout ça, donc c'est quelque chose de très commun. Et puis aux livres de cuisine aussi, qui aujourd'hui sont très illustrés, donc voilà. Mais après, c'est aller bien au-delà de ça. Le fait d'avoir de la photo et de la cuisine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait énormément. Ouais. C'est même très en vogue. Donc, c'est pas quelque chose d'atypique, on va dire.
Et pourtant, il y a des courants qui se démarquent, il y a différents styles qui se démarquent. Et en creusant petit à petit, alors ça a pris du temps, ça a pris quelques années, mais c'est vrai que du coup, j'ai appris à faire en fonction de ce que j'appréciais. Et donc, j'ai aussi allié l'écriture avec la pratique de la photo et la pratique de la cuisine qui étaient déjà cumulées pour créer des histoires autour des recettes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces pratiques que j'avais depuis l'enfance, voilà, de façon plus ou moins régulière, en fait, elles se sont réunies en un point commun pour créer quelque chose, ben, alors pas forcément de nouveau, mais quelque chose de peut-être d'original ou du moins qui me corresponde à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et effectivement, c'est ce fil conducteur-là avec du coup les histoires culinaires que je raconte, l'idée du souvenir, enfin de l'anecdote, du moment passé et de la cuisine qui nous accompagne, et cela mis en images et à l'écrit, bah du coup c'est vrai que ça crée quelque chose de plus complet. Mais à la base, les pratiques ne se rejoignaient pas du tout. En fait, je faisais un petit peu de chaque et en fait, ça demande beaucoup de temps de creuser ce genre de choses. Est-ce que toi, c'est pareil, tu creuses à ce niveau-là ou ça se fait naturellement petit à petit, tu te poses pas trop de questions? Je dirais que ça s'est fait plutôt naturellement, vu que ça a commencé dès l'enfance. J'avais ces pratiques-là donc en tant que loisir principalement ou un petit peu à l'école. J'étais en filière artistique, mais ça a évolué comme ça. J'ai jamais lâché l'un ou l'autre. Et puis finalement, ça a cohabité plutôt naturellement. Là où je me suis posé des questions, c'était choisir quel métier correspondrait le mieux à ce que j'ai envie de faire. Parce qu'il n'a pas s'agi de savoir est-ce que je préférais faire du dessin ou est-ce que je préférais faire de la cuisine. Mais quel serait le médium le plus adapté pour ce que je veux partager aux gens et de quelle manière. Et j'ai eu l'impression de pouvoir toucher plus de gens par la cuisine. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. D'accord. Ok. Donc là, c'était une pratique qui était très orientée vers l'autre au final, vers les autres, vers les gens, de manière générale. Oui, vers le partage en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Non, c'est intéressant parce que moi, pour le coup, j'ai le désir de partager, mais j'ai surtout l'envie de faire sortir tout cet univers qui est dans ma tête, en fait, de le coucher en images, en recettes, en écrit, enfin voilà. Et alors, bien sûr, il y a le désir de faire rêver les gens, de les toucher, de partager, mais le point important pour moi, c'est de le faire à travers ces trois pratiques-là et cumulées et avec l'univers que j'ai développé. Okay. Donc c'est intéressant du coup d'avoir les points de vue aussi et le retour d'autres personnes qui ont des pratiques, qui ont plusieurs pratiques et qui du coup créent des choses. Sur la question de la créativité, du coup, parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse et dont j'aimerais bien qu'on parle, t'as toujours eu un esprit créatif, de l'imagination. Après, tu fais du dessin depuis que t'es petite, du coup. Oui. La cuisine aussi. Oui, aussi. Ouais. J'ai toujours été assez curieuse de la manière dont je pouvais obtenir tel ou tel résultat, donc ça menait toujours à des expérimentations, des petites, et forcément à essayer de trouver des solutions, donc à être créatif. Ouais. Donc j'ai l'impression d'avoir toujours alimenté cette créativité-là. Je pense que tout le monde peut être créatif, que c'est juste quelque chose que l'on travaille ou que l'on utilise ou non, et du coup que l'on développe avec le temps, par l'expérience. Ouais, tout à fait. Et puis aussi par rapport au fait de savoir que tout le monde peut être créatif, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de créativité, qu'ils n'ont aucune créativité ou aucune imagination et qu'ils sont incapables de créer quoi que ce soit, alors qu'en fait c'est pas vrai, ils ont juste soit des mauvaises croyances ou des blocages liés à ça. Et c'est dommage parce que en fait, ça pourrait être des artistes en devenir, par exemple. Ou alors ils ont peut-être des aspirations profondes à devenir
avoir une pratique particulière et ils s'interdisent de l'avoir juste parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Oui. J'ai une anecdote à ce sujet-là d'ailleurs. Alors moi j'ai pendant très longtemps cru que je n'avais aucun sens artistique et que je n'étais pas faite pour les arts, que j'avais pas de talent ni rien. Enfin voilà, pas de... rien qui puisse me diriger vers les pratiques artistiques. Et pourtant c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver et qui m'a toujours fait envie. Et du coup, en tant qu'étudiante, je me suis orientée vers l'art, mais vers des études d'histoire de l'art. Donc pour étudier l'art, pas pour faire de l'art. Et alors c'était quelque part, avec du recul, je me rends bien compte, c'était une manière aussi de détourner le truc. Et pendant mes études d'histoire de l'art, du coup, on devait prendre une option. Et en fait, je m'étais retrouvée dans un cours de dessin. Et il faut savoir que je suis absolument nulle en dessin. En fait, quand j'étais petite, j'adorais dessiner. Sauf que, à un moment donné, je me suis retrouvée un peu bloquée parce que ma petite sœur était très, très douée au dessin. Et donc, c'était elle, la dessinatrice de la famille. Et du coup, moi, je me suis dit, ben non, je m'aligne pas, quoi. Je suis nulle à côté, je suis vraiment nulle, donc j'osais plus montrer mes dessins, je ne dessinais plus. En fait, j'ai enfoui la pratique et je me suis orientée vers d'autres choses. Mais le domaine de l'image était toujours omniprésent pour moi. J'ai toujours, j'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec le domaine de l'image. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'après, je me suis dirigée vers la photographie. Je pouvais pas dessiner, donc la photographie me permettait de dessiner autrement quelque part. Et donc je me suis retrouvée dans ce cours de dessin et ça a été méga laborieux, c'était horrible. On devait dessiner des nus d'après nature, donc on avait des vraies personnes qui posaient. Et j'étais infoutue de dessiner ces corps nus. C'était horrible. Et le prof m'a dit à la fin du semestre, quand il nous avait rendu nos notes, il m'a dit bon. Mélanie, j'ai quand même eu très très peur pour vous. Je savais pas très bien ce que vous foutiez là. Mais bon, finalement, ça a été un petit peu mieux après. Mais bon, c'était pas la panacée, quoi, tu vois. Et donc, j'en étais restée là. Je me suis dit, non, le dessin, c'est vraiment pas pour moi. Et au final, là, ça fait quelques temps quelques mois, voire 1 ou 2 ans que j'essaie de reprendre un peu les crayons et que j'essaie de m'y remettre parce que, en fait, c'est vraiment une pratique que j'aime bien, même si je le fais pas tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien dessiner et que je savais dessiner, mais pas de la même manière que ce que j'avais vu, en fait. Pas de la même manière que ma sœur le fait, pas de la même manière que ce prof-là essayait de nous l'enseigner, et pas ce genre de sujet-là, en fait. J'ai commencé à dessiner des fleurs, tout ça, j'ai dessiné mon logo pour La fin est proche. Et j'ai eu des super retours dessus. Je disais à ma sœur, regarde, j'ai dessiné mon logo, franchement, je suis pas à ton niveau, mais elle me fait, mais arrête, c'est toi qui l'as fait, c'est trop bien. Et c'est vrai que du coup, j'ai ensuite appris à avoir un autre regard dessus, et aujourd'hui, petit à petit, je creuse, et en fait, je me rends compte que je peux le faire, mais j'étais bloquée, en fait. Et voilà, il y avait vraiment un blocage là-dessus. Oui, parce que tu te donnais un objectif précis par rapport à un style précis qui ne te correspond pas forcément. Et puis en plus, à côté de ça, forcément, il faut de l'entraînement. Donc, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. C'est un cumul de plein de choses en fait. Et puis la frustration aussi, le fait de voir que... Enfin, la comparaison en fait. La comparaison aux gens qui arrivent très bien, toi tu vas du coup ne pas t'autoriser à le faire parce que tu vas pas accepter d'être moins bon et du coup d'apprendre. Tu sais, il y a un peu ce cercle vicieux là où enfin, moi je sais que j'y suis assez sujette. C'est je vais voir en fait je vais être admirative de pratiques, enfin d'artistes qui font des trucs géniaux ou juste de gens que je connais qui font des trucs géniaux, et du coup moi je vais m'auto-bloquer en me disant enfin, tu sais, quelque part il y a un manque de légitimité. Ah oui. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Ne pas se sentir légitime de le faire parce que te sentir nul ou pas assez doué pour le faire ou sans don ou sans talent ou je ne sais quoi. Donc, voilà, et du coup, le fait de pas s'autoriser à le faire, bah, tu t'enfermes dans une non-pratique en fait. Et donc soit dans des frustrations, soit dans l'abandon quelque chose qui aurait pu t'apporter au final. Oui, alors qu'il ne faut pas oublier aussi que
dans chaque domaine, dans chaque pratique, il y a plein de manières de faire. C'est comme quand je vois parfois des gens dire que finalement, on va prendre le domaine de la pâtisserie ça leur correspond pas, pourtant ils aiment faire ça, ils aiment faire des gâteaux, mais en fait ils ont testé qu'une manière de le faire, en boutique par exemple, Mm. avec une hiérarchie particulière, Mm. un système spécifique, et je pense qu'il y a 1000 manières de faire un métier. Tout à fait. Et c'est important de prendre le temps de considérer pas seulement la matière en elle-même, là qui va être faire des gâteaux, mais aussi tout l'environnement qu'il y a avec, les gens avec qui on travaille, si on travaille seul ou entouré, quelle hiérarchie, à quel rythme, quels horaires, quel contact avec les clients. Enfin, il y a vraiment tellement de choses qui rentrent en jeu. Et après, ton propre style. Donc, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps de comprendre ce qui nous correspond. Et ça passe pas forcément par seulement la pratique dans un domaine spécifique. Ça passe par l'expérimentation de plein de choses, de peut-être aussi d'autres métiers en parallèle, essayer de trouver ce qu'on aime dans différents domaines, voir ce qui les rassemble, ce qui les différencie. Et en général, enfin, je pense qu'il y aura toujours des choses qui vont se dégager de ça, des choses qui vont se rencontrer. Tout à fait, en fait, c'est le principe de la créativité et puis de l'inspiration. C'est le fait de... L'inspiration vient de partout au final. Ouais. Même souvent, quand tu demandes à des gens qu'est-ce qui les ont inspirés, il y en a beaucoup qui sont incapables de te dire vraiment parce qu'ils l'ont pas conscientisé. Bien sûr, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Mais ça vient vraiment, enfin, en faisant la vaisselle, tu peux avoir une idée de génie, quoi. Et... Enfin voilà, ou même sous la douche, tu sais, c'est le fameux truc classique où on dit, j'ai pensé à ça sous la douche. Ou la nuit. Ouais, voilà, ou la nuit en dormant, ou alors tu vas te réveiller parce que tu vas penser à un truc. Et voilà, et effectivement, c'est les différentes pratiques qui vont du coup s'alimenter, s'inspirer. Et puis après, le quotidien aussi, au final, quand juste en prenant le temps de vivre ou d'explorer des choses, d'expérimenter des choses, la pratique va se dessiner au fur et à mesure, le style va se dessiner au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on avance, ouais. Ouais, il faut se donner le temps en fait. Je pense qu'il faut continuer à s'entraîner en continu. Ouais, complètement. Mais il faut, après les idées, ça sert à rien d'essayer de forcer. Il faut se donner le temps, ça peut venir de partout. Et surtout, il faut laisser de l'espace pour que ça vienne. Ouais. Tout à fait. Je pense que ça, c'est hyper important et souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas ou qu'on ne veut pas faire parce que on est pris dans la spirale de faire vite, d'avoir des résultats de suite, d'être talentueux de suite. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Et ça, c'est un gros piège parce que je pense que ça relie le fait de se comparer aux autres et aux personnes qui sont bien plus expérimentées que nous et qui font du travail mieux que nous, mais parce que ils ont des années d'expérience derrière nous que nous n'avons pas, par exemple. Et ça, c'est un vrai fléau, en fait, parce que du coup, tu rentres dans un espèce de schéma négatif qui risque de plomber. Et puis, il y a d'autres contraintes aussi. Ça peut paraître un luxe aussi de se donner du temps. Parfois, simplement pour une question d'argent. Il faut réussir à payer son loyer, etc. Tout à fait, ouais. Et donc, on se dit, il faut que j'abatte telle quantité de travail. Et on se laisse plus vraiment d'espace. Et finalement, on n'avance pas vraiment. Ouais. Et on reste toujours coincé au même stade et avoir un peu de mal à avancer. Ouais. Alors que finalement, parfois, s'accorder ce luxe-là, de se donner un petit peu de temps, ça va peut-être être difficile petit moment, un petit instant, finalement, en général, pas si long. Ouais. Et après, on avance vraiment. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que on est beaucoup à avoir des peurs liées à l'argent et au fait soit de manquer d'argent ou soit de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'osent pas partir dans des pratiques artistiques ou créatives ou artisanales par peur de ne pas réussir à gagner suffisamment d'argent. Ou alors de se sentir pas suffisamment bon pour pouvoir vendre ses prestations ou Et souvent, c'est parce que soit on ne veut pas... soit on ne reconnaît pas son potentiel, déjà, et on n'accepte pas le fait qu'il puisse y avoir des gens qui sont intéressés par notre travail, ou qui puissent avoir besoin de notre travail. Et il y avait une deuxième chose, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, voilà, enfin bon, la question effectivement de pas s'autoriser
à prendre le temps par peur de manquer d'argent ou de ne pas réussir à gagner sa vie avec ces pratiques-là, je pense qu'elle est très forte. Puis il y a le jugement aussi extérieur. Parfois, du coup, même de toi-même, tu vas te dire, mais je ne fais pas assez parce que tu peux être moins dans l'action et plus à réfléchir. Mais à côté de ça, tu te dis, bah oui, mais j'ai pas produit suffisamment. Ouais. Et là, tu peux te sentir mal à l'aise, que ce soit par rapport à toi ou par rapport aux autres qui vont éventuellement te juger en te disant, bah, tu travailles pas assez. Ouais, Alors qu'en fait, ça fait aussi partie du travail de prendre du temps pour réfléchir. Parfois, simplement se détendre pour être dans de meilleures conditions voilà, pour meilleures créer. conditions Ouais. pour avancer, pour avoir de meilleures idées, pour Ouais. optimiser des choses qui sont clairement pas optimales, Ouais, tout à fait. et ainsi de suite. Oui, et puis de se poser des questions, de se remettre en question aussi sur... prendre le temps de remettre en question les choses qui vont pas. Tu sais, des fois, on a un peu la tête dans le guidon et on continue de faire des choses qui soit ne nous correspondent pas, soit ne sont pas... comment dire, ne fonctionnent pas, tout simplement. Et en fait, ça nous bloque plus qu'autre chose sur le long terme parce que c'est un vrai frein. Et ne pas prendre le temps de se poser un peu pour y réfléchir, trouver d'autres solutions et remettre en question, ça peut vraiment nuire au final. Ouais. En fait, c'est toute la complexité, je pense, de ces domaines créatifs et artistiques. Oui, mais en même temps, pas seulement. Je pense que c'est très visible dans ces domaines-là. Ouais. Après, de manière générale, toute personne, en fait, on a tous le besoin, je pense, de prendre un peu de temps pour se repositionner par rapport à ce qu'on fait, la manière dont on vit, et réfléchir, est-ce qu'on est cohérent dans ce qu'on fait, la manière dont on vit aujourd'hui, est-ce que ça nous correspond, est-ce qu'on s'y sent bien ou pas. Ouais. Et donc finalement, ça touche tout le monde. Oui, après oui, tout à fait, ça touche tout le monde. Après, ce que je voulais dire, c'était vraiment par rapport à la partie pour le domaine créatif et de la question de la créativité, tu vois. Enfin, oui, se rendre disponible pour ouais, voilà. Et que c'est voilà, c'est ça. Et puis que ça peut être un vrai frein aussi au fait d'être créatif et de renouveler ses idées ou juste de créer ses idées. Oui. Se donner la permission, s'autoriser à créer les choses qu'on a envie de créer en fait. Et pas juste rentrer dans un schéma qu'on a vu de personnes qui font tel truc de telle manière et voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, au final, de trouver sa propre façon d'agir et de prendre le temps. C'est hyper important, ouais. Et je pense qu'il faut pas oublier aussi que la créativité, c'est vraiment un outil à part entière. Et souvent, on l'associe au domaine artistique ou à certaines choses spécifiques, alors qu'en fait, on peut s'en servir partout. C'est tout. Mais oui, c'est tout, la créativité. Enfin, trouver une idée de stratégie marketing, c'est de la créativité. Bien sûr, on peut être créatif aussi en maths, enfin, mais bien sûr. Partout. Oui. Et donc, pour moi, on n'est pas non plus obligé d'être créatif ou de travailler dessus. Mais il faut pas oublier que c'est vraiment un outil qui peut servir dans n'importe quel domaine, à n'importe quel niveau de vie. Ouais, tout à fait. Parlons des petits coups de mou. Est-ce que enfin bon, j'imagine que ça t'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, les petits coups de mou, les pertes de motivation, l'autoflagellation, enfin voilà, tous ces trucs hyper sympas que toute personne connaît à un moment donné et auquel on se retrouve confronté. Est-ce que comment t'arrives à... Est-ce que tu arrives à dépasser ces choses-là? Bon, j'imagine que avec le temps, oui. mais est-ce que tu as des petites choses qui t'aident à dépasser ces choses-là? Oui, il y a un moyen très simple, ça va être de passer d'une discipline à une autre. Ouais, tout à fait. Donc là, en général, oui, soit je passe d'un projet à un autre, même si c'est dans le même domaine, et je retrouve ma motivation et je me plonge dans la recherche et ça, je suis très contente et tout va très bien. Soit, parfois, ça peut être aussi simplement parce qu'on est un peu fatigué, pas beaucoup d'énergie. Dans ce cas-là, je vais simplement chercher le contact avec
l'extérieur avec soit des personnes, des amis ou d'autres professionnels, ou parfois de manière plus large, regarder un peu ce que font certains artistes que j'aime, certaines personnes que j'apprécie, que j'admire, et regarder de quelle manière ils travaillent, de quelle manière ils arrivent sur le long terme, à persévérer, à obtenir des résultats. Et voilà, Ouais, ça suffit à me remotiver et à me donner des idées. Ce qui est déjà pas mal en soi. Je pense qu'effectivement, ce sont des bonnes, des bonnes pratiques, des bonnes idées à mettre en place. Faire du sport aussi, ça fait du bien. Faire du sport, ça aère énormément l'esprit, ou aller marcher, tu sais, de juste aller prendre, je sais pas, mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, aller prendre l'air ou se balader dans un parc, ou voilà. Ça fait du bien aussi. Et alors moi, il y a un autre truc qui m'aide parfois, c'est juste le fait d'aller prendre un bain ou une douche. Ah oui. Le contact avec l'eau, c'est bizarre, mais ouais, ça te... Je sais pas, mais je pense que c'est lié au fait que ce soit un moment de détente et que du coup, tu relâches, quoi. Donc, oui, c'est quand même super agréable. Ouais, ça, voilà. on oublie parce que c'est quotidien. Mais ouais, c'est ça, c'est hyper l'eau chaude, tout ça, c'est... Je pense que ça fait un peu circuler les énergies, tu vois. Donc c'est assez agréable. Ouais, effectivement, il y a ça. Mais c'est vrai qu'en effet, vraiment, si ça va pas, le sport, je trouve que c'est le plus efficace. Ouais. Ah, ça permet vraiment de te dans un concentrer premier sur temps. autre chose. Et après, retrouver la motivation, c'est encore autre chose. Oui. Mais si, par exemple, t'es pas bien, c'est pas que t'as pas de motivation, mais que vraiment là, t'es plus négatif ou... Ouais, tu bois du noir ou mauvaise humeur. Ouais, je trouve c'est magique. Ouais. Tu pratiques quoi comme sport, du coup? Ça dépend. Ça peut être simplement aller courir, ça peut être de la danse. Et là, du coup, il y a aussi la musique. Ouais, et ça stimule beaucoup quand même la musique. Ouais, c'est très stimulant, ça fait beaucoup de bien. Ça, je fais beaucoup. Pas simplement des exercices. Ça va être plus si je sens que j'ai accumulé des tensions avec la cuisine, tension dans le dos, la nuque, les choses comme ça. Je vais prendre un peu plus le temps de faire des exercices de musculation. Ouais. Puis si j'ai l'occasion, c'est encore mieux aussi de faire du sport enfin pour moi, faire du sport en groupe, comme ça tu rencontres aussi des gens au passage. Ouais, du sport. C'est optimal. Ouais, complètement. Ouais, et puis le sport collectif, mine de rien, il y a une dynamique qui se crée avec les autres. Et, Ouais. tu te laisses emporter aussi, ça te sort vraiment de... Ça te vide vraiment l'esprit, quoi. Ah oui, c'est sûr. Puis au bout d'un moment, forcément, t'as une sensation. Ouais, c'est ça. Ça libère les hormones. Complètement. Et puis tu captes aussi les énergies des autres. Donc si si des gens ils sont ultra positifs autour de toi, tu vas avoir plus tendance aussi à toi te sentir plus enjoué ou plus positif. Ouais. Ça aide aussi, ouais, complètement. Moi j'aime bien aussi juste prendre le temps de regarder un film ou ce genre de choses ou de lire. Tu sais, c'est les trucs tout bêtes. Des fois, quand t'as la tête dans le guidon, moi je sais que il y a des moments où je vais arrêter complètement de regarder des films ou d'avoir ce genre de distraction parce que je suis un peu genre boulot. Même si c'est pas... même si pour moi, ce que je fais, je considère pas que ce soit du travail, dans le sens où pour moi, le travail, c'est une connotation négative derrière, tu sais, c'est... je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, mais des fois, t'as juste besoin de t'aérer aussi. Et voilà. Juste regarder un film, je trouve que ça fait du bien aussi. Et puis ça nourrit aussi du coup l'imaginaire et tu peux avoir des moments d'inspiration avec le cinéma ou la littérature. Ouais. Ce qui est un peu plus délicat, je trouve, avec le fait de regarder un film ou un livre, c'est que tu te plonges dans un monde autre, un monde imaginaire, et tu peux vite avoir envie de juste rester dans ce monde-là ou de nourrir de monde imaginaire et ne plus retourner dans le tien et prendre les choses en main. C'est vrai. C'est la différence avec le sport, je trouve, où là, c'est toi qui agis sur ton corps et... Complètement. Ouais. Oui, et puis tu restes quand même chez toi, tu peux rester dans un isolement. Oui, si ton besoin, c'est d'avoir plus de communication avec d'autres gens, ou... Voilà, c'est vrai que ça peut contribuer à te laisser dans un état léthargique. Après, je pense que c'est un peu au cas par cas. Ça dépend aussi des situations au final. Ça dépend des besoins. Voilà, c'est ça. De ce dont tu as besoin de nourrir, quoi. Donc on va passer à la fameuse dernière question. C'est celle qu'on attendait depuis le début de l'enregistrement.
Donc, est-ce qu'il y a un artiste ou un ou des artistes d'ailleurs, parce que en général on n'a pas une seule préférence, ou alors une œuvre, un film, un livre, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a particulièrement inspiré C'est une question difficile parce que oui, c'est très changeant. Mais s'il y a un artiste qui revient régulièrement et dont j'aime regarder le travail, simplement pour le côté artistique et divertissant, mais aussi pour me motiver, ça va être Daniel Claude Campos. C'est un danseur. Ça peut te paraître étonnant. Ouais, c'est marrant. C'est ni de la cuisine ni du dessin. Ouais. Mais quoi qu'il dessine aussi beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui aussi touche à différents domaines. Donc il est principalement danseur, mais il va aussi approcher beaucoup tout ce qui est réalisation de films. Que ce soit dans la composition de scénario ou filmer lui-même ou faire même du stop motion, la technique qu'on utilise pour faire des dessins animés. Ouais. Et il dessine aussi, j'ai vu ça dernièrement. D'accord. Et en fait, on le reconnaît à travers ces différentes pratiques. Son style est identifiable très facilement. Et on voit à quel point du coup son univers est riche, il arrive à le transmettre facilement. Moi, je l'ai découvert en tant que danseur et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Son univers est extrêmement créatif, très riche. Et petit à petit, en effet, je me suis aperçue qu'il pratiquait aussi d'autres activités. Et j'ai compris aussi pourquoi ça me touchait autant et ça m'inspire autant. D'accord. Parce que c'est une personne entière, en fait. Voilà, et du coup, ça rejoint... c'est un peu la boucle est bouclée, là, ça rejoint ce qu'on disait avec les différentes pratiques et le fait que ce soit... rattaché à une personne qui fait qu'il y a un lien qui va se créer entre les pratiques. Oui, c'est ça. Ok, très bien, super. Et ben merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Et puis à bientôt. Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.